Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci à l'ensemble du comité d'organisation. En fait, je ne sais pas en fait si je dois vous remercier. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu la commande, je dois vous avouer que parler de biomasse dans la chimie des grands intermédiaires, on marche parfois un petit peu sur le fil du rasoir. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'ensemble des chiffres que je vais vous donner ici, donc j'ai pas mal discuté avec certains collègues de l'industrie, et notamment avec Jean-Paul Lange, que vous connaissez peut-être sur certains, la société Shell, donc qui m'a permis de me donner notamment pas mal de chiffres pour mettre ici en face de la biomasse. Donc, alors, je viens de Poitiers. Donc, juste très rapidement, mais ça vient d'être fait par l'intervenant d'avant, donc je vais pas revenir là-dessus. Quand on discute de biomasse, bien évidemment, il est nécessaire de repenser un petit peu ce que c'est que l'industrie chimique. Donc, très rapidement sur ce qui vient d'être dit, hein, vous l'avez compris, c'est... pardon, je me trompe de... C'est celui-ci. Voilà. Donc l'industrie chimique produit principalement des oléfines et des aromatiques, donc je ne parle pas du méthanol et de l'ammoniac, et majoritairement pour faire des polymères, donc à destination de l'automobile, packaging et puis électronique, et puis 10% d'intermédiaires, donc c'est un volume à peu près de 400 millions de tonnes par an. Et bien évidemment, l'industrie chimique émet du dioxyde de carbone, mais elle n'est pas non plus la principale émettrice de CO2. Elle ne produit, je dirais, entre parenthèses, que 5% des émissions globales de CO2, mais néanmoins, il est nécessaire de faire quelque chose pour deux raisons. La première, c'est que le marché de la chimie croît environ de 3% par an. Donc si on ne fait rien, bien évidemment, les émissions de CO2 vont continuer à augmenter. Et puis, vous avez aussi des taxes sur le CO2 qui sont de plus en plus importantes pour aller correspondre donc au protocole de Paris. Et si on ne fait rien, bien évidemment, c'est une augmentation des matières premières et des produits sur le marché qui peuvent augmenter de manière assez significative. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On le voit bien aujourd'hui, hein, l'importance d'aller défossiliser cette industrie. Avec différentes actions. Vous avez tout ce qui va être stockage, réutilisation du dioxyde de carbone. Donc je crois qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure. Tout ce qui est électrification, bien évidemment tout ce qui est économie circulaire avec tout ce qui est recyclage, essentiellement notamment des polymères et des plastiques. Mais là également, je crois qu'il y a une intervention là-dessus. Et puis deux choses importantes, c'est la recherche de nouvelles technologies. On va le voir avec la biomasse, on a des technologies qui ne sont pas encore très matures aujourd'hui, et bien sûr d'aller développer des procédés qui soient le plus économes possible en atomes, en énergie, etc. Et puis ici, l'utilisation de la biomasse dont on va discuter aujourd'hui. Alors comme vous le savez probablement aujourd'hui sur la biomasse, il y a deux matières premières principales. Vous avez les sucres, les huiles végétales, donc qui sont issus de ressources agricoles, par exemple amidon de maïs ou de blé pour les sucres ou les huiles végétales issues des oléagineux. Et on a, alors je pousse un tout petit peu le rideau, je ne vois pas mes chiffres. On a, ah oui, si, pardon, j'ai pas vu. On a une production environ estimée à 3-4 gigatonnes par an, et on estime qu'on doit pouvoir en utiliser à peu près 2% pour la chimie, ce qui représenterait dans les 20-25 prochaines années à arriver un volume d'environ 60-80 millions de tonnes de produits chimiques. Alors attention avec ces chiffres, on va le voir tout à l'heure, ce sont des chiffres théoriques, il y a des limites bien sûr derrière tout ça. Et vous voyez, finalement, on est même en prenant ça, on est quand même assez loin des volumes qui ont été présentés quand même par l'intervenant d'avant. Et donc, il y a un autre gisement de matières premières qui est aujourd'hui extrêmement intéressant, sur lequel les chercheurs se focalisent pas mal. Ce sont les résidus de biomasse, et on en a vu un exemple également sur les diapositives précédentes. Alors, ce gisement de déchets de biomasse, c'est ce que l'on appelle de la biomasse lignocellulosique. Alors, où est-ce qu'on retrouve? Alors, ce sont essentiellement des déchets, soit de l'industrie de la forêt, du bois, de l'agriculture, de l'alimentaire. Et ces déchets, ils sont constitués majoritairement de trois polymères. Eh bien, vous avez la lignine, qui est un polymère de composés aromatiques, et puis deux polysaccharides extrêmement intéressants. Vous avez les hémicelluloses ici, qui sont composés majoritairement de xylose et de glucose. Et puis, vous avez la cellulose, qui est composée de glucose. Alors finalement, un chimiste, quand il regarde un petit peu un déchet de biomasse lignocellulosique, qu'est-ce qu'il voit? Il voit à peu près 75% de sucre. Et il se pose la question, finalement, est-ce qu'on peut faire de la chimie avec ce sucre? Et donc, vous avez eu des projections. Donc, vous voyez, les volumes disponibles, cette fois-ci, sont beaucoup plus importants que les volumes que je vous présentais précédemment. Et il y a eu des estimations, là encore, attention aux chiffres, on va y revenir, mais pour 2080, des chiffres qui prédisent donc des volumes aux alentours de 400-550 millions de tonnes de produits chimiques par an.
Alors, si vous feuilletez un petit peu la biblio, les articles, les brevets, etc., vous allez voir qu'aujourd'hui, finalement, oui, on est capable de faire une chimie extrêmement riche et variée à partir des sucres. Donc, vous avez ici les principaux sucres que l'on peut utiliser. Puis, vous voyez les différents produits. Certains d'entre eux sont également des intermédiaires, des grands intermédiaires, donc qui font l'objet de cette journée. Et puis, je n'ai pas mis tous les produits aval qui vont derrière. Alors, quand on regarde un petit peu ces produits chimiques, ils ont un avantage, c'est en termes effectivement de CO2. Donc, sur ce graphe, je vous ai mis un petit peu les tonnes de CO2 émis par tonne de produits selon des voies fossiles. Et ici, vous avez la même chose par voie biosourcée. Donc, j'ai ciblé certains grands intermédiaires. Vous avez les acronymes ici. Donc, ce que l'on voit très clairement, par exemple, si on prend le cas de l'acide succinique, eh bien, on voit que produire de l'acide succinique par des ressources, via des ressources fossiles, eh bien, on émet à peu près 7 tonnes de CO2 par tonne de produit, alors que par voie biosourcée, on est aux alentours de 2-3 tonnes de CO2 par produit. Alors, vous voyez, ça dépend aussi de la matière première, si vous utilisez de la canne à sucre ou du maïs. Alors, on voit ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces grands intermédiaires sont assez positifs en termes de CO2. Alors, ils le sont assez positifs, pourquoi ? La principale raison, c'est qu'en fait, c'est que la plante, elle a absorbé le CO2. Donc, en fait, ça va dans le bon sens. Par contre, si vous regardez les procédés, si on focalise uniquement sur les procédés, aujourd'hui, les procédés de transformation des produits biosourcés sont malheureusement, dans la plupart des cas, beaucoup plus énergivores que les procédés issus du carbone fossile, qui est une chimie beaucoup plus optimisée. Mais globalement, si on regarde globalement, eh bien, on est assez positif pour ces molécules-là, notamment parce que la plante, elle a donc absorbé du CO2 avant. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'on est face à des produits durables, et je crois qu'on va peut-être en discuter un petit peu cet après-midi. Il est vraiment nécessaire de faire une analyse de cycle de vie complète. Est-ce que de l'autre côté de la planète, on exploite des fermiers, des enfants, le transport de cette biomasse, le processus de transformation, la fin de vie? Est-ce qu'on peut recycler ces produits biosourcés? Est-ce que s'ils sont destinés à être dispersés dans l'environnement, comment est-ce qu'ils se dégradent, les mécanismes de transfert, etc., etc. Alors, par contre, ça, c'est les chiffres que j'avais pris à l'ADEME. Bon, ils datent un petit peu de 2015, mais ça ne va pas changer vraiment la conclusion. En fait, si vous regardez, par contre, le nombre d'exemples qui atteignent l'échelle industrielle, alors je parle bien des grands intermédiaires ici, eh bien, ça devient extrêmement difficile. Et on commence à les compter un petit peu sur les doigts de la main, donc on en connaît certains. La raison, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à atteindre les spécifications industrielles. Alors, c'est clair, quand vous travaillez avec un sucre, le problème des sucres, on cuisine tous, le problème c'est que les sucres ont tendance un petit peu à s'agglomérer, à polymériser entre eux, à former des goudrons, ou du caramel si c'est dans la cuisine. Et là, c'est une catastrophe parce que ces goudrons, ils viennent se déposer sur les catalyseurs et arrêter complètement les processus catalytiques. Donc en fait, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on va diluer les milieux de réaction. Donc effectivement, quand vous diluez, vous évitez à certains sucres de se recombiner et vous pouvez augmenter les sélectivités des réactions et les rendements. Mais le problème, lorsque vous faites ça, et que vous regardez en termes de productivité de réacteurs, ce qu'on regarde malheureusement peut-être pas assez souvent, donc quand je parle en masse de produits par mètre cube et par heure, vous apercevez que vous êtes très loin de ce que peut parfois attendre l'industrie chimique. Alors on peut prendre un exemple criant sur lequel nous avions travaillé, que sont les alkyles lévulinates, donc c'est cette petite molécule ici, que l'on peut obtenir à partir de l'alcool furfurylique, donc lui-même obtenu à partir du furfural, qui est produit à 300 000 tonnes an à partir de déchets de l'agriculture. Et cet alcool furfurylique, un petit peu comme les sucres, il a tendance à polycondenser sur lui-même et de manière assez rapide et à venir donc former des goudrons. Et donc, eh bien, pour éviter la formation de ces goudrons, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On dilue. Donc là, je vous ai extrait quelques catalyseurs de la littérature. Vous voyez, ce sont essentiellement des catalyseurs acides. Et vous voyez, généralement, pour obtenir des rendements qui vont atteindre 90-93% en alkyle lévulinate, qu'est-ce qu'on fait? On dilue. Et on travaille typiquement avec des teneurs en alcool furfurylique qui vont être inférieures à 3% en poids. Alors ça marche bien, on augmente les sélectivités, mais derrière, lorsque vous regardez les productivités de réacteurs ici, eh bien, vous êtes pratiquement un facteur 10 inférieur à ce qu'on peut attendre, notamment au niveau industriel, pour la production d'acide lévulinique, d'alkyle lévulinate, puisqu'on est plutôt entre 70 et 100 kg par mètre cube et par heure. Alors vous pouvez bien essayer de concentrer et atteindre... Ah, ça a décalé, bon, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de concentrer, bien évidemment, travailler avec des teneurs plus réalistes, avec des teneurs de 25-30% au poids, mais dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des polycondensations incontrôlées, vous formez beaucoup de goudron, de charbon, là, les sélectivités, les rendements chutent, et vous voyez que même la productivité, elle n'augmente pas.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu au point de vue scientifique aujourd'hui, d'être capable de convertir sélectivement, parce que la sélectivité, bien évidemment, reste le maître mot, mais des solutions beaucoup plus concentrées de sucre, de manière à augmenter la productivité des réacteurs. Et on va voir un exemple tout à l'heure. Alors le problème qu'on a, vous allez vite le comprendre sur ce graphe, c'est lorsqu'on part de carbone fossile, on a des molécules à relativement faible degré d'oxydation. Donc tout l'enjeu de la chimie, c'est d'oxyder ces matières premières pour créer de la complexité moléculaire, de la diversité. Et plus vous allez complexifier, bien évidemment, plus vous allez augmenter le coût de production, mais en même temps, plus la valeur ajoutée de la molécule elle va augmenter. Alors ça marche pas trop mal. Maintenant, lorsque vous partez avec la biomasse, le problème, c'est que vous avez des molécules qui sont fortement oxygénées. Donc qu'est-ce qu'on va demander à la chimie? C'est finalement de switcher d'un système global d'oxydation vers un système de réduction. Et plus vous allez vous promener sur cette courbe-là, bien évidemment, plus vous allez enlever de l'oxygène, plus vous allez augmenter les coûts de production. Mais là, à l'inverse, malheureusement, plus vous allez vous rapprocher de produits dont la valeur ajoutée est beaucoup plus faible. Ça veut dire que vous avez quand même intérêt à garder une certaine teneur en oxygène dans vos produits si vous ne voulez pas vous retrouver à des procédés ou des produits qui sont complètement incompatibles. Alors, on sait qu'il y a une zone ici où on va pouvoir substituer quelques produits fossiles, notamment, donc je focalise là plutôt sur les grands intermédiaires, quelques grands intermédiaires par du carbone fossile. Alors ici, vous voyez l'impact de l'oxygène dans la biomasse. Donc sur ce graphe, vous avez la teneur en oxygène dans la biomasse et vous avez ici la valeur ajoutée des produits. Bon, on voit très clairement que lorsque la teneur en oxygène dans les produits biosourcés augmente, eh bien la valeur ajoutée également des produits augmente. Et on retrouve une famille d'ailleurs de molécules dont on va discuter cet après-midi, je pense que ce n'est pas pour rien. Tous les petits acides comme les acides acryliques, des alcools comme éthylène-glycol, propylène-glycol. Et puis, ça, ce graphe qu'on a pas mal discuté justement avec Jean-Paul Lange de la société Shell, qui est assez intéressant, qui vous montre ici en abscisse eh bien, le rendement massique d'une réaction, c'est-à-dire combien de grammes de produits vous êtes capable de faire par gramme de glucose. Et puis en ordonnée, c'est quelque part un petit peu le rendement économique. Alors ce rendement économique, il est défini par cette équation, qui est en fait le prix de la matière première. Ici, ça a été calculé pour du glucose à $100 la tonne. Plus 200, qui est une constante qui correspond à peu près au coût moyen d'une transformation chimique, multiplié par le nombre d'étapes réactionnelles sur le prix de marché du produit. Alors on voit très clairement sur ce graphe qu'il y a des produits qui s'illuminent en vert, et notamment les molécules dont je disais tout à l'heure, les petits acides comme l'acide acrylique, le butanediol, l'éthylène-glycol, le propylène-glycol, etc. Et bien évidemment, plus vous allez vouloir enlever de l'oxygène à cette biomasse, par exemple faire de l'éthylène, de l'hydrogène, des choses comme ça, bien plus ça va vous coûter cher et malheureusement plus ça va devenir économiquement difficile de concurrencer bien sûr des voies fossiles dans ces domaines. Alors là où on peut essayer de jouer, c'est quoi? C'est essayer de jouer sur le prix de la matière première. On va le voir, plutôt de partir de sucre raffiné, mais essayer de partir de déchets de biomasse qui sont beaucoup moins chers. On peut essayer de travailler sur ce facteur 200, ce qui est aujourd'hui le gros problème de la biomasse, parce que les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans la biomasse ne sont pas aussi matures, bien évidemment, que ce qui est utilisé en chimie pétrosourcée. Et puis, ce nombre d'étapes réactionnelles, et c'est pour ça que ça bouge beaucoup en ce moment. Vous avez beaucoup de gens qui essayent de faire des réactions cascades au départ de la biomasse, de manière à faire le plus de réactions possibles au sein d'un même réacteur. Alors, je vous ai mis ici quelques grands marchés de la chimie en Europe. Donc ça date de 2019. Donc sur la gauche, vous avez les grands marchés de la chimie. Vous avez sur cette colonne ici la production biosourcée. Vous avez ici la production totale, donc c'est biosourcé plus pétrosourcé. Et vous avez le pourcentage de substitution donc de produits fossiles par des produits biosourcés. Et vous voyez, aujourd'hui, en 2019, il y avait un taux de substitution de l'ordre de seulement 3% des produits fossiles par des produits biosourcés. La raison est toujours la même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'insiste, mais on va comparer aujourd'hui de la biomasse, il y a des technologies qui sont finalement assez récentes par rapport aux fossiles qui s'est développé sur des dizaines et des dizaines d'années. Par contre, on voit qu'il y a des disparités. Bien évidemment, lorsque vous allez attaquer des secteurs de plus haute valeur ajoutée, comme la cosmétique, les tensioactifs ou les peintures, vous voyez que là, par contre, le taux de substitution, il est un peu plus important, parce que là, la marge est un peu plus conséquente.
Alors aujourd'hui, les 5 grands marchés, je dirais, qui vont vraiment booster la chimie biosourcée, restent quand même des marchés de relativement haute valeur ajoutée. Donc c'est la construction, c'est l'automobile, c'est le packaging, la détergence et les cosmétiques, avec quand même un avantage pour les produits biosourcés, c'est quand même une perception assez positive du grand public sur ces produits biosourcés, ce qui est aussi un catalyseur pour aider cette chimie. Alors, il y a des choses, effectivement, qu'on peut faire, mais des choses aussi qu'on ne peut pas faire avec la biomasse, ou au moins de manière assez difficile. Les polymères, par exemple, ou le plastique, qui représentent les plus gros marchés de la chimie, on peut aujourd'hui, effectivement, faire du polyéthylène, on l'a vu tout à l'heure, base fossile ou base renouvelable. Donc ça, c'est bien, parce que vous avez substitué du carbone fossile par du carbone renouvelable. Mais par contre, si on ne change pas les pratiques, il n'y a pas que la chimie, si on ne change pas les pratiques, l'éducation, et que votre polymère, votre plastique qui finit dans l'environnement, je dirais la nature, qu'elle est une bouteille plastique issue fossile ou issue biomasse, elle ne va pas y voir grand-chose comme différence. Je pense que dans le domaine des polymères, et on va en discuter un petit peu tout à l'heure, le maître mot, c'est vraiment le recyclage, recycler le plus possible les polymères actuels. Dans le domaine de la biomasse et des polymères, là où la biomasse devient intéressante, c'est notamment pour tout ce qui est polymère qui va être destiné à être dispersé dans l'environnement. Je pense à des applications pour du forage, pour de l'extraction, des choses comme ça, où là, à partir de biomasse, on peut concevoir plus facilement qu'à partir du fossile des polymères qui vont être dits biodégradables, tout simplement parce qu'on garde l'oxygène. Et là, dans ce cadre-là, eh bien, ça bouge beaucoup autour des polysaccharides, puisqu'on a un gisement aujourd'hui de polymères qui peuvent avoir des propriétés physico-chimiques extrêmement intéressantes. Et bien évidemment, là, dans la plupart du cas, ce qu'on essaie de tirer profit de ces polysaccharides, c'est la biodégradabilité. Alors aujourd'hui, au niveau recherche sur la partie biomasse, il y a 4 grands axes sur lesquels ça cogite beaucoup. Le premier, on va le voir un exemple, c'est la compréhension de la biomasse à transformer, parce que parfois on ne comprend pas trop cette biomasse. Et on va voir un exemple simple sur la cellulose, avec quelques idées reçues. Les meilleures compréhensions des systèmes biologiques. Alors, je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas du tout un expert d'enzymes, etc. La recherche de nouvelles technologies. Là, c'est clair, on en a besoin. Et puis, le petit dernier, c'est bien sûr l'assistance de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Donc, dans cette deuxième partie, je vais essayer de vous montrer un petit peu quel type de technologie on peut essayer de développer à partir de la chimie, et surtout pour essayer d'avoir des procédés qui utilisent le moins d'eau possible, parce que le problème des procédés avec la biomasse, c'est qu'on utilise énormément d'eau, et éliminer l'eau derrière, c'est un coût qui est relativement important. Alors, ces technologies, elles sont intéressantes parce que lorsqu'on regarde le prix de l'électricité aujourd'hui, on s'aperçoit que le prix de l'électricité renouvelable à partir de l'éolien et du solaire est aujourd'hui plus bas que le prix de l'électricité d'origine fossile, ce qui ouvre la voie finalement à aller revisiter certaines technologies, et ça bouge beaucoup autour bien sûr de l'électrocatalyse, des plasmas, des micro-ondes, des ultrasons, etc., etc. Et je vais vous montrer un exemple notamment sur l'utilisation du broyage. Alors ici, c'est un exemple d'un projet qu'on avait développé avec la société ARD, qui est une bioraffinerie donc, qui est localisée dans le nord de la France. Et on a travaillé sur les alkyles glycosides. Donc c'est une réaction sur le papier relativement simple. Vous prenez du glucose, vous prenez un alcool gras, de l'acide sulfurique, vous mélangez, vous chauffez à 120 degrés et vous récupérez ce qu'on appelle les alkyles polyglycosides, qui sont des molécules amphiphiles très recherchées, notamment dans le domaine de la détergence, parce qu'elles ont des propriétés de biodégradabilité. Alors, c'est quand même un gros marché de la chimie. Vous voyez, on est aux alentours de 1,3 milliard de dollars, ce qui a été prédit en 2022. On voit que le prix, on est un petit peu plus haut de valeur ajoutée. On est aux alentours de 1,5 € du kilo, mais malheureusement, et c'est pour illustrer un petit peu par rapport à l'intervenant précédent, on est encore un peu trop cher par rapport à des analogues fossiles qui, eux, vont plus être aux alentours de 1 € du kilo. Donc, comment est-ce qu'on peut baisser ce coût ? Vous avez 2 options. Soit vous optimisez le procédé catalytique, mais alors là, on a quand même face à un procédé qui est déjà relativement bien optimisé. Ou alors, si vous vous rappelez tout à l'heure de l'équation sur le rendement économique, vous changez de matière première et au lieu de partir de glucose raffiné, qui à l'époque était à 450 € la tonne, c'est de regarder des déchets de biomasse. Et on s'était intéressé à l'époque à des déchets de paille qui étaient en dessous de 100 € la tonne. Alors, dans cette paille, vous avez
un composant qui, lui, pose problème, qui est extrêmement récalcitrant, qui est la cellulose. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des alkylglycosides à partir de cette cellulose. Alors la nature, en fait, elle a fait un polymère qui est extrêmement bien défini, avec des défenses extrêmement importantes à différentes échelles pour embêter un petit peu les chimistes pour transformer cette cellulose. Alors ce qui est bien connu souvent, c'est lorsque vous discutez sur la cellulose, on va vous parler, il y a un fort réseau de liaison hydrogène, vous avez des réseaux de Van der Waals, etc. Ce qui est vrai, ce qui vont assurer la cohésion du cristal. Mais en fait, ce qu'on sait un petit peu depuis moins, c'est qu'en fait, la plupart des obstacles, ils sont à l'échelle moléculaire. Et au niveau de la liaison glycosidique, ici, vous avez deux effets assez intelligents, je dirais, de la nature. Le premier, c'est ce qu'on appelle un effet exoanomérique. C'est quoi? C'est une rétrodonation de cette orbitale vers cette orbitale non liante. La conséquence, c'est que vous venez raccourcir la liaison carbone-oxygène, qui devient bien sûr plus difficile à rompre. Et puis, vous venez établir ces deux liaisons hydrogènes qui viennent loquer la structure. Le deuxième problème, c'est que nous allons utiliser un catalyseur acide, et votre proton, il va aller sur un site basique. Donc idéalement, le site sur lequel vous voulez protoner, c'est cet oxygène. Et malheureusement, les oxygènes qui sont tout autour de la position anomérique sont beaucoup plus basiques, ce qui fait que lorsque votre proton il approche cet oxygène, il est piégé immédiatement, notamment par CH2OH, qui est le site le plus basique. Alors, si vous regardez l'énergie d'activation liée à l'hydrolyse de la cellulose, 90%, c'est d'être capable d'aller protoner cette liaison glycosidique. Alors, il y a 5-6 ans de ça, il y a un groupe en Allemagne qui a mis au point une technologie qui était assez intéressante, c'est ce qu'on appelle de la mécanocatalyse. Et en fait, ils utilisent des forces de broyage. Alors, pourquoi le broyage? Parce que lorsque vous broyez, les forces mécaniques vont venir induire des torsions de vos chaînes cellulosiques. Et donc, vous allez casser les liaisons hydrogènes et donc baisser les effets exoanomériques. Et la position anomérique devient plus réactive. Mais lorsque vous arrêtez le broyage, le système relaxe, il revient à son état initial. Mais si pendant le broyage, au moment où vous tordez ces chaînes cellulosiques, vous avez un proton qui traîne, vous allez pouvoir venir protoner cet oxygène et cliver la liaison glycosidique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez suffisamment d'eau dans votre poudre de cellulose pour faire ces transformations directement par voie sèche. Et donc, c'est ce que l'on avait fait. Et donc, la Solvay est venue se greffer au projet. Et on est venu donc cobroyer la cellulose avec des membranes perfluorées. Si vous faites ça, très rapidement, vous voyez une dépolymérisation de la cellulose jusqu'à obtenir des petits oligomères. Si vous poussez, vous pouvez avoir des degrés de polymérisation de 6-7. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces oligomères sont beaucoup plus réactifs que la cellulose de départ. Et dans une deuxième étape, vous coulez votre alcool gras et vous avez une très jolie glycosylation qui se produit, puisque vous obtenez ici jusqu'à 70% de rendement en alkylglycoside avec des productivités, vous voyez, qui atteignent quand même 250 kg par mètre cube et par heure. Donc ça, c'est relativement intéressant. Alors bien évidemment, le côté derrière, c'est la consommation énergétique de ces systèmes. Donc on sait que le broyage est une technologie assez énergivore. Si on monte en scale-up, on sait, il y a eu des projections où on peut baisser la consommation d'énergie de ces technologies. Ce qui est important aussi, c'est le choix de la réaction. Souvent, ces technologies, elles ont été développées à la base pour, dans la deuxième étape, faire de l'hydrolyse de ces oligomères pour aller récupérer du glucose et donc refaire de la chimie derrière. Le problème, lorsque vous faites ça, c'est que vous avez un deuxième effet, c'est qu'en fait, si vous ne dépolymérisez pas suffisamment la cellulose, la cellulose elle a la capacité de recristalliser dans l'eau très très vite, dans une forme encore plus récalcitrante, et malheureusement, elle recristallise plus vite que vous ne pouvez hydrolyser ces liaisons glycosidiques. Donc ça veut dire, vous voyez, si on ne maîtrise pas bien un petit peu ce qu'on est en train de transformer, on peut arriver à des choses extrêmement compliquées. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est que si vous faites une glycosylation, c'est-à-dire une alcoolyse plutôt qu'une hydrolyse, ces phénomènes de recristallisation sont beaucoup plus lents, ce qui fait que vous pouvez abaisser des temps de broyage de manière assez importante. Vous voyez, si vous voulez faire du glucose, vous avez des temps de broyage de 12 heures pour dépolymériser de manière assez importante la cellulose, pour avoir des rendements en glucose dans la deuxième étape aux alentours de 50-60%, alors que si vous faites une alcoolyse, vous pouvez broyer que seulement 30 minutes. Et donc là, bien évidemment, c'est un gain énorme en termes de dépenses énergétiques. Alors ensuite, on a couplé ça directement à partir de la paille, bien sûr, où on est capable avec ce procédé de faire à la fois les alkyles, pentosides à partir des hémicelluloses et les alkyles glycosides à partir de la cellulose. La lignine ici, qui est le coproduit dans le système économique, elle est brûlée pour produire de l'énergie au système. Alors les analyses de cycle de vie, on en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. Donc on a comparé ce procédé par rapport au procédé industriel. Ce que l'on voit, c'est qu'on arrive à économiser des émissions de CO2 par un facteur 7. On économise à peu près de 45%
les quantités d'eau. Après, si vous regardez les impacts environnementaux, alors vous voyez des différences, vous ne focalisez pas là-dessus. Très honnêtement, il n'y a pas une grosse différence entre le procédé de mécanocatalyse et le procédé industriel. Pourquoi ? Parce que la plupart des impacts environnementaux ne viennent pas de la source de sucre, mais tout simplement de la manufacture de l'alcool gras. Néanmoins, si vous brûlez la lignine, eh bien on voit qu'on récupère à peu près 98% de l'énergie qui est nécessaire à la fois pour la réaction de glycosylation et la génération de vapeur. Donc on a créé à l'époque une start-up, aujourd'hui complètement autonome, qui vit de ses propres ailes, qui exploite cette technologie à l'échelle du kilogramme pour aller extraire les sucres donc à partir de différentes biomasses, essentiellement pour des applications dans le domaine de la cosmétique. Donc ils ont démarré avant le Covid, ça a été un petit peu compliqué, mais aux dernières nouvelles, ça a l'air de plutôt bien fonctionner maintenant. Alors on ne pourra pas transformer tous les sucres par voie sèche, l'eau va rester le solvant de prédilection. Et si j'ai encore un petit peu, et en fait, donc dans l'eau, on a aussi besoin de nouvelles technos, et on regarde d'autres technologies, notamment que sont les ultrasons. Vous avez deux types d'ultrasons, probablement les ultrasons basse fréquence que vous connaissez tous avec des bains ultrasonores ou des sondes qui vont plonger. Ce qui est très intéressant, ce sont les ultrasons haute fréquence. L'idée, c'est quoi ? C'est d'aller générer des bulles de cavitation, donc avec une onde ultrasonore. Et en fait, on peut considérer ces bulles de cavitation un petit peu comme des micro-réacteurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces bulles de cavitation, vous allez atteindre des conditions de pression et de température extrêmes. Donc on parle de 5000 degrés Kelvin, de plusieurs bars. Et toutes les molécules gazeuses qui vont pouvoir diffuser à l'intérieur de ces bulles eh bien, vont être instantanément clivées. Si vous prenez de la vapeur d'eau, par exemple, vous coupez en OH et H. Et lorsque la bulle elle implose, eh bien, ces radicaux vont en solution, où là, ils peuvent se recombiner pour faire par exemple du peroxyde d'hydrogène, et vous voyez l'accumulation aussi de peroxyde d'hydrogène dans le réacteur, ou alors réagir avec des substrats pour initier des réactions chimiques. Donc c'est ce qui a été fait, par exemple, je vous donne juste quelques exemples. Vous voyez ici, on peut dépolymériser la cellulose finalement sans solvant, juste par une activation ultrasonore à haute fréquence. Et suivant le type de cellulose, vous avez eh bien, des degrés de polymérisation plus ou moins importants, vous pouvez même aller jusqu'au glucose. À l'inverse, vous pouvez oligomériser des solutions extrêmement concentrées de sucre pour faire des oligosaccharides. Vous pouvez aussi oxyder les sucres. Ce qui est très intéressant, et on en a parlé un petit peu maintenant, c'est que vous pouvez aller même au-delà de l'état de l'art, c'est-à-dire vous intéresser à l'activation de l'ammoniac, puisqu'en fait, vous pouvez utiliser ces bulles de cavitation pour aller craquer de l'ammoniac, et notamment faire des biradicaux NH qui vont ensuite se dimériser pour former un diimide. Et ce diimide peut ensuite transférer son hydrogène à une oléfine pour former l'alcane. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous apercevez finalement que sans catalyseur, sans hydrogène et sans métaux, vous pouvez directement faire une hydrogénation de l'oléfine avec de l'ammoniac et une onde ultrasonore. Alors aujourd'hui, on est en train de transposer ça, enfin transposer à l'échelle labo, je parle, pour regarder notamment pour l'hydrogénation des sucres, glucose sorbitol par exemple, puisqu'on sait que la plupart, les difficultés qu'on a, c'est la faible solubilité de l'hydrogène dans l'eau, ce qui n'est pas le cas de l'ammoniac. Et également, sur le plus long terme, c'est d'être capable d'activer l'ammoniac pour aller venir greffer des groupements NH2 sur les sucres et notamment sur des polysaccharides, parce qu'on sait que derrière, qu'on leur attribue des propriétés physico-chimiques particulières dans certaines applications. Donc en conclusion, quelques messages. Je dirais oui, on peut effectivement substituer une partie du carbone fossile par du carbone renouvelable. Attention, on ne peut pas tout substituer. Les molécules qui semblent les plus prometteuses actuellement, ce sont les petits alcools et les petits acides qui semblent finalement être assez intéressants dans ce domaine. Gardez bien à l'esprit que le problème que l'on a aujourd'hui avec la biomasse, c'est qu'on est face à des technologies où malheureusement il faut encore évoluer. Et le gros problème, et c'est parce qu'on traîne des quantités d'eau derrière relativement importantes, c'est qu'on a des procédés qui sont aujourd'hui encore extrêmement énergivores à partir de biomasse. Alors bien évidemment, ça bouge beaucoup autour de tout ça. Il y a plusieurs options. Une des options, et c'est évidemment pas la seule, c'est de regarder autour de toutes ces technologies aujourd'hui qui sont en train de rapidement se développer, comment est-ce qu'on peut repenser un petit peu les modes d'activation et de transformation des sucres, parce qu'on ne va pas transformer un sucre comme on va transformer un hydrocarbure. Et puis, deux messages importants, peut-être pour les gens qui sont un peu plus néophytes sur la biomasse. Eh bien, attention, parce qu'on le voit un peu trop souvent, un produit biosourcé n'est en aucun cas un produit durable ou un produit biodégradable ou non toxique ou je ne sais trop quoi. Il est vraiment nécessaire de le démontrer. Il y a des métriques, il y a l'analyse de cycle de vie, etc. Et puis, je crois, et ça c'est plus une conviction un peu plus personnelle,
Je pense que ça va être extrêmement difficile d'aller rentrer en compétition avec le carbone fossile. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une chimie extrêmement éprouvée, extrêmement efficace. Je pense qu'il est plus intéressant d'aller tirer profit de la fonctionnalité chimique qui est dans la biomasse pour essayer d'amener de nouvelles propriétés, des nouvelles applications et des nouveaux marchés. Et c'est là où est le problème, c'est finalement d'aller trouver ces marchés pour cette chimie biosourcée. Donc voilà, je vous remercie encore pour l'invitation. J'espère vous avoir dressé un panorama assez général sur la biomasse. Et bien évidemment, je reste à votre disposition pour toute discussion. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon rapide et très bien fait.